génétiques sont bien ouverts derrière. Ok. Bon, alors pourquoi on lance un enregistrement? C'est parce qu'à la fin, ou demain probablement, je vous enverrai un message avec un lien vers la vidéo enregistrée. Donc, tout ce qu'aura montré Philippe et Cécile cet après-midi, vous pourrez revoir à votre rythme, même 3, 4, 5 fois, sur votre ordinateur après. Histoire de, si vous avez raté quelque chose ou si vous n'étiez pas sûr, vous pourrez tout revoir en détail. C'est important parce que comme ça, il y aura aussi une trace des choses, des questions que vous avez posées, des réponses que vous avez obtenues. Et c'est intéressant. Voilà. OK. On a l'image de François. Je vais mettre la mienne. Alors, il n'y avait pas de son, je la refais. Bonjour à tous. Voilà. OK, donc on a bien l'image, Cécile. Super. Très bien. Bah, écoutez, avant de commencer dans quelques instants, un petit bonjour du coup de chacun de là où on est. Donc, je vous le rappelle, hein, on est au CDIP également, tous confinés. Donc, on est chacun aux quatre coins de la France pour vous accompagner. Enfin, on est quand même plutôt centré sur la région parisienne quand même. Mais vous, peut-être, vous venez de plein d'horizons différents. Merci de nous accompagner pour une séance encore aujourd'hui. Alors, je reconnais quelques têtes. Je crois qu'il y a quelques-uns qui font quelques formations consécutives. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours de vos formations que vous suivez. On vous envoie un formulaire de temps en temps pour justement vous permettre de nous dire un peu ce que vous pensez des formations que vous suivez. Donc, merci d'y participer. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va pour vous? Oui, okay. Ça va. C'est bon. Super. Très bien. Alors, comme disait Noël, hein, si effectivement il y a des petites coupures de son, de toute façon, vous aurez la vidéo. Donc, vous devriez, au pire des situations, éventuellement voilà, revoir le film tranquillement et vous pourrez voir les morceaux que vous avez pu peut-être rater. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Donc, Philippe et Cécile, qui sont les deux personnes de l'assistance utilisateur, que vous avez au téléphone ou par mail aussi, hein, le plus souvent, pour pouvoir vous accompagner sur des points techniques du logiciel. Sachez que Généatique aujourd'hui est très très vaste au niveau du logiciel. Donc, vous en connaissez une petite partie certainement. Moi, aujourd'hui, j'en connais une grosse partie, mais même moi, des fois, il y a des choses qui peuvent m'échapper dans la manipulation. Parfois, en fait, pour une même question, vous allez avoir plusieurs façons, vous voyez, d'approcher un petit peu la problématique. Donc, on va vous orienter sur des façons de faire. Et puis, sachez que parfois, pour une même question, on peut répondre de plusieurs manières différentes. Donc, voilà. Si vous avez, vous, une vision différente, ça peut être intéressant de la confronter du coup à la nôtre. Le fait de voir ces formations et le fait d'y assister, vous allez voir les façons de faire qui peuvent être intéressantes, enrichissantes par rapport à ce que vous faites personnellement. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite, d'apprendre plein de choses sur cette séance qui va démarrer maintenant. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, vous êtes une vingtaine, une grosse vingtaine. Donc, peut-être que tout le monde ne participera pas en prenant la parole, mais voilà, hein, c'est quand même l'objet aussi, c'est qu'on vous laisse du temps en fin de séance pour que vous puissiez participer, que vous puissiez bien sûr poser vos questions, intervenir. Donc voilà, il faut trouver le bon dosage d'intervention, mais c'est un moment qui est absolument convivial, donc c'est important aussi que vous puissiez intervenir. Et c'est aussi bien pour les formateurs, hein, pour Cécile et Philippe, quand ils ont un peu de retour, c'est toujours plus agréable. On sait que, voilà, que vous êtes attentifs et on sait que du coup, vous avez des réactions à nous transmettre. En live, c'est important. On n'est pas juste comme ça à parler dans le vide et pas à savoir vraiment ce qui se passe à l'autre bout, si vous entendez, si vous comprenez. Voilà. N'hésitez pas à intervenir quand même. Ça permet de donner un peu de vie à cette formation. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avance de votre participation. Et puis, je vous souhaite de bonnes formations et d'apprendre plein de choses. Et bien sûr, pour l'instant, encore un peu confiné. Merci, à très bientôt. À toi, Philippe, Voilà. Cécile, de prendre la main. Bonjour à tous. Donc, voilà, comme vous le savez, le sujet de la formation aujourd'hui, c'est donc l'échange de généalogie.
Donc, c'est essentiellement, on va essentiellement parler de la norme GEDCOM, hein, comment on exporte, comment on crée un GEDCOM de sa généalogie, et il est envoyé donc sur différentes plateformes, différents sites. Et puis à l'inverse, hein, comment on va récupérer un GEDCOM envoyé depuis un cousin, ou et comment on fait l'import de ce GEDCOM sur sa généalogie. Et après, donc, voilà, comment on fait la fusion de ce qu'on a reçu avec sa généalogie. Et on finira par l'opération inverse, c'est-à-dire extraire une partie de sa généalogie pour en faire un fichier à part, et aussi peut-être l'exporter en GEDCOM à une autre personne. Voilà, donc tout d'abord, voilà, qu'est-ce que c'est que la norme GEDCOM, hein, c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas encore, GEDCOM, donc voilà, c'est une norme. Donc on va commencer comme ça par, donc Cécile nous explique ça maintenant, la norme GEDCOM. Donc, la norme GEDCOM, c'est un format international pour échanger des données généalogiques, c'est-à-dire que tout est codé, il y a un petit code qui dit ça c'est tel type d'information, et ensuite on met l'information. Donc ça peut commencer par un... Ça va commencer, donc en fait, ça va être... je peux vous en montrer un, ce sera plus simple. Si je me trouve. Donc, quand on fait un export GEDCOM avec Génétique, ça crée un fichier, en fait c'est du texte. Normalement, on ne les ouvre pas. Là, je vous en ai ouvert un. Donc, pour voir un peu et donc, on voit le détail. Donc, on voit 0, 1, 2, 3, ça nous donne le niveau de précision de la donnée. Et on a, par exemple, ici, name. Donc, c'est un raccourci. Le code, c'est en 4 lettres, souvent inspiré de l'anglais. Donc, voilà, on a le nom avec le prénom et le nom de famille. On a la ligne précision sur le sexe, l'origine. Puis, on a ici une date de naissance, birth et naissance, avec en deuxième précision une date et un lieu. Ça, c'est le baptême. Et donc, on a toutes les précisions en dessous. Et à la fin, on a les liens de famille. Chaque personne a un numéro. Et à la fin, on a des familles qui donnent donc les positions de chaque personne au sein des familles. Ce qui fait que après, les programmes vont pouvoir lire. La sauvegarde génétique peut être lue que par génétique. Quelqu'un qui a un autre programme ou sur un site internet va savoir lire en fonction de ces codes et va pouvoir donc installer la généalogie d'après ces codes et replacer les informations, donc les noms dans les cases noms, et reconstituer les familles. Ouais, donc en fait, on transmet vraiment toutes les données, hein, les noms, prénoms, professions, les lieux, tous les événements sont exportés. Donc voilà, c'est un moyen de communiquer entre différents logiciels de généalogie, ou entre un logiciel et un site internet, comme on en connaît, généatique.net, Généanet et autres sites qui existent. Donc voilà, en gros, la structure d'un GEDCOM, hein, donc en deux parties, la description des personnes, et tout en bas, la description des liens de parenté entre les personnes. Alors maintenant, donc, on va voir comment justement on crée ce fichier GEDCOM avec Généatique. Donc on va revenir sur l'écran de Généatique. Normalement, il est revenu. C'est bon. Donc ça, c'est Généatique avec une... Donc pour faire le fichier GEDCOM, c'est l'icône avec la disquette, donc sauvegarder et exporter là en haut à gauche. Donc on clique dessus et ensuite on prend GEDCOM. Et après on va définir qu'est-ce qu'on met dans le GEDCOM. Donc soit on met toute la généalogie, si on veut, mais on peut mettre une seule partie. On peut mettre, si on a travaillé sur un village, on peut mettre une condition en disant uniquement les personnes ayant habité à tel endroit. Je peux mettre par exemple, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont nées dans un village de l'Aude. Je vais envoyer ça à un cousin qui s'y intéresse aussi, ou à une personne qui s'y intéresse aussi. Donc je fais définir la condition. Commune. Au moins un événement dans la commune concernant... Et là, ma commune s'appelle Le Clat. Et une fois que j'ai fini ça, que j'ai donc précisé la commune qui m'intéressait, je fais OK. Et je vois ici que sur toute la généalogie, il va prendre uniquement les personnes qui ont un événement dans cette commune.
On peut mettre aussi des limitations de date, si c'est pour publier sur Internet. Ça permet de masquer les personnes les plus récentes. Donc masquer les vivants pour éviter qu'ils soient sur Internet, et même on peut masquer les gens qui sont morts il n'y a pas forcément très longtemps, on peut masquer donc, ou les événements les plus récents. Ouais, donc soit un critère généalogique, soit toute la généalogie ou uniquement une ascendance, hein, donc votre ascendance sur 30 ou bien 20 générations, bon, soit une descendance à partir d'un ancêtre, voilà, soit par rapport à une condition qui va être en dehors de la généalogie, une condition sur un lieu, une condition sur une profession, voilà. Donc voilà, l'un ou l'autre. Après, donc on a un deuxième onglet en bas qui est l'onglet sortie, qui est très important hein, pour savoir où est-ce qu'on va créer le JetCom, d'abord sur le disque dur et après l'envoyer, avant de l'envoyer. Donc il faut bien repérer à gauche le chemin qui est indiqué. Donc c'est à vous d'aller bien repérer si on le met sur une clé USB, si on le met sur le disque dur, mais alors sur le disque dur dans documents génétiques. Voilà. Il faut bien repérer le chemin qu'on met à gauche là. Et puis, en haut de l'écran, nom du fichier à créer. Pareil, bien. Bon, là, par défaut, le programme me met le nom de la généalogie avec la date du jour. Bon, si ça vous convient comme ça, on peut faire juste option. Il y a un autre onglet option. Alors, là, en général, on ne change rien. C'est pas ici qu'il faut regarder plutôt. C'est plutôt dans l'onglet filtre. Hein. Ici, il faut juste vérifier que exporter les lieux soit coché. Voilà. Sinon, on a un JetCom sans lieu, donc ça perd son sens. Voilà. Ça perd son sens. Et dans filtre, il faut vérifier, il faut qu'au moins naissance, union, décès soit coché. Et après, on peut mettre plus ou moins d'événements et plus ou moins de notes, en fonction de ce qu'on a fait. Si je veux pas que les fiançailles soient dans le JetCom, je peux décocher, ou les diplômes, je veux pas non plus. Voilà. Donc on choisit un peu ce qu'on veut. Si on veut tout ou rien, on a quand même un bouton cocher, décocher, tous les champs. Une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on voulait, on fait donc exporter le JetCom. Et là, le logiciel travaille et réalise donc le document. Je ne sais pas si vous le voyez avec le... On voit le traitement qui se fait. Voilà. Hein. Donc là, on exporte la 2596 personnes. Ça s'exporte. Donc il y a une phase de traitement, personnes traitées, les couples, etc. Donc voilà. Quand c'est fini, voilà, le programme vous remet le chemin sur lequel vous allez pouvoir trouver le fichier qui a été créé. Donc ça, c'est important. Hein, avant de et automatiquement, il ouvre le dossier aussi. Moi, voilà. il me l'a ouvert automatiquement. On fait OK, voilà, et on voit le fichier. Voilà. Et on le voit, donc là, il s'appelle formation 23 avril 2020. Donc il est là, je peux l'ouvrir si j'ai envie, enfin ça apporte pas grand-chose. Ouais. Surtout, je peux tout de suite aller, si c'est pour l'envoyer par mail, je peux tout de suite l'envoyer par mail à un cousin. Je peux tout de suite aller le charger sur un site internet. Si je veux le charger sur un site internet, il est disponible. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie d'export JetCom hein? Est-ce que vous faites déjà des exports JetCom? Oui, dites-moi. Pardon. Je souhaiterais savoir, là, quand ça exporte, est-ce que ça exporte les sources? Oui. Puisque bon, moi, j'ai rentré les permaliens, est-ce que ça les exporte? Oui, alors Cécile, tu peux peut-être remontrer l'écran de paramètres de l'export JetCom. Effectivement, dans le deuxième écran, on pouvait dire si on voulait exporter les sources. Voilà, dans sortie, voilà. Hein, si cette case est cochée, les sources sont dans le JetCom. OK, merci. Voilà. C'est vrai que des fois, on met des notes qui sont confidentielles, donc on peut décocher les notes, ou les témoins, ou les images. Effectivement, on peut faire des choix. Et une deuxième question, puis après je m'arrête. On peut exporter donc en disant les gens nés avant 1950. Mais est-ce que je peux aussi dire je prends tous les gens, mais je ne mets pas les dates à partir de 1950? Oui, il me semble qu'il y a ce choix-là. Reprends Cécile par sélection. Soit on met les personnes ayant vécu après telle date. Donc on supprime les personnes qui sont nées après.
Oui, ça, supprimer les personnes. Non, qui ont vécu, donc c'est pas forcément les dates de naissance. C'est-à-dire que si quelqu'un est mort en 51, il ne sera pas présent. Voilà. Ou alors, en dessous, il y a supprimer les événements postérieurs à telle date. Donc là, on garde les personnes et on supprime les événements uniquement. Ah oui, on garde les personnes, mais on supprime les événements qui sont postérieurs. Donc, s'il y a les informations. Voilà, s'il y a une naissance avant et un décès après, on supprimera le décès uniquement et pas la naissance. D'accord. OK. Merci. Voilà. D'autres questions sur cet export? Est-ce qu'une personne étrangère peut lire, comment ça se passe avec un logiciel de généalogie, admettons étranger, pour lire un fichier français, comme là, si on le fait, et si je l'envoie, admettons, en Argentine, est-ce que la personne pourra le lire ou pas? JetCom, c'est censé être international. Hein, c'est un format qui est censé être lu par tous les logiciels de généalogie. C'est vraiment une norme qui a été créée au début par les Mormons, hein, il y a un petit bout de temps. C'est censé être reconnu par tout le milieu de la généalogie. La seule limite, c'est si vous avez mis des notes en français, elles ne seront pas traduites. Oui. Donc, mais tout le reste va être bon. Tout le reste, ça va être bon. Vous n'avez pas un petit module? Une traduction automatique, voilà. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Le fichier qu'on envoie, là, les gens qui vont le recevoir et le lire, il est nécessaire qu'il soit inscrit à un logiciel de généalogie? Ah bah, là, oui. Soit... Qu'est-ce qu'on va en faire effectivement de ce JetCom? Un JetCom, soit c'est lu par un logiciel de généalogie, soit c'est lu par des sites internet. L'un des plus connus que les gens utilisent, hein, c'est Généanet. On importe un JetCom dans Généanet dans son compte. D'accord, parce que moi je pensais envoyer les informations à des membres de la famille, mais qui n'ont aucun logiciel de généalogie et c'est juste pour eux. Voilà, donc là c'est pas par JetCom qu'il faut passer, là c'est plus par. Il faudrait. Donc pour ça, en fait, on peut vite fait en parler. Il faudrait que les personnes qui n'ont rien, qui ont juste un PC, ils peuvent télécharger une version découverte de Généatique. Hein, donc, ils vont sur le site généatique.com, ils téléchargent une version découverte. Et sur votre Généatique à vous, au lieu de faire un export JetCom, eh bien, vous faites une sauvegarde par Généatique que vous envoyez à la personne par mail, en pièce jointe ou sur une clé. D'accord. Et ils pourront le lire, mais ils n'auront pas d'accès pour le remanier, pour le modifier. C'est ça, voilà. Hein, ils pourront effectivement importer, on dit restaurer dans ces cas-là. Ils pourront restaurer la généalogie sur leur PC en mode, ils pourront voir en mode visualisation. Hein, ils ne pourront pas modifier, ils pourront juste voir, consulter avec le même écran que ce qu'on a ici sur Généatique. D'accord, voilà. Merci. Effectivement. Merci. Sans quoi, dans Généatique, on peut faire des listes familiales ou des fiches. Voilà, effectivement. Si on veut effectivement leur montrer comment vous naviguez dans l'arbre, effectivement, on peut passer comme ça, comme j'ai dit. Sinon, comme dit M. L'Hôpital, on fait des listes, on fait des arbres, et on peut créer des documents tout prêts, figés, hein, comme une image, et on envoie ces documents tout prêts à la personne. C'est une autre solution, effectivement. Excusez-moi, le suffixe d'un fichier JetCom, c'est quoi? C'est la terminaison, c'est un point quoi? C'est point .GED. Point GED, d'accord. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ok, merci. Alors, donc la deuxième phase d'information, c'est donc l'inverse, de faire un import JetCom. Hein, quelqu'un qui vous envoie un bout de sa généalogie et il a fait un export JetCom, un bout ou tout, toute la généalogie. Voilà, comment on peut donc faire cet import JetCom dans Généatique? Donc, ça va se passer en deux parties. On va d'abord importer le JetCom, mais le laisser à part, faire comme une nouvelle généalogie qui vient de ce JetCom. Et ensuite, on pourra l'ajouter à la généalogie principale. Donc, pour restaurer le JetCom, c'est ici la troisième icône « Restaurer et importer ». Ensuite, on choisit JetCom. Et là, on choisit où il est sur l'ordinateur et on va indiquer donc à Généatique où est le JetCom. Donc, le mien est là sur le bureau.
Alors, donc ça, c'est souvent important. Souvent, les gens ne savent pas trop choisir le fichier GEDCOM. Quand on reçoit un GEDCOM par un mail, hein, donc il y a déjà la phase où on va extraire la pièce jointe du mail. Et donc là, il faut bien repérer où est-ce qu'on met la pièce jointe, hein, sur le disque dur, soit sur le bureau, soit on le met sur une clé USB. Il faut essayer de trouver un endroit qu'on va pouvoir facilement repérer. Voilà, comme ça, dans Généatique, effectivement, on va chercher le fichier GEDCOM sur l'ordinateur. Donc une fois que je l'ai sélectionné, on voit bien son nom en dessous. Et donc, j'ai plus qu'à faire ouvrir. Alors là, Généatique me dit, je vais faire un nouveau dossier avec cette généalogie. Où on le met et comment il s'appelle. Par défaut, il propose le nom du GEDCOM. Alors, j'ai pas forcément besoin de la date. Donc, je supprime. Et puis, je vais le laisser dans le dossier mes généalogies. C'est très bien. Donc, OK pour valider. Alors, il va y avoir une première phase où le programme va examiner le GEDCOM, il va parcourir tout le GEDCOM. Donc là, ça a été très rapide puisque le fichier est petit, mais si le fichier est plus gros, hein, ça peut prendre 15-30 secondes, où le programme balaye tout le fichier GEDCOM et va vous montrer des exemples pour que vous puissiez répondre à des questions. Donc ce premier écran, voilà, il choisit le codage. Donc par défaut, il le trouve automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc on fait suivant. Et là, il nous dit, voilà, j'ai trouvé des données, j'ai repéré que c'était des noms et des prénoms. Dans quel sens c'est? Il nous dit, est-ce que c'est bien le prénom d'abord et le nom ensuite? Donc là, c'est bien le cas. Donc je laisse ici prénom puis nom. Il aurait pu inverser. Dans ce cas-là, il aurait fallu que je change. Alors là, c'est important. On ne vous demande pas, en fait, parce que souvent les gens confondent, on ne vous demande pas comment vous les voulez dans Généatique. On vous demande juste on vous demande juste comment c'est affiché à l'écran. Est-ce qu'à gauche, il y a des noms ou est-ce qu'à gauche, il y a des prénoms, hein? Voilà. Le programme ne sait pas, il ne sait pas où sont les noms, où sont les prénoms. Lui, il ne sait pas repérer les noms et prénoms. Donc, il vous demande, voilà, j'ai 2 colonnes. Dites-moi où sont les noms, où sont les prénoms pour que je puisse, après, moi, quand je fais l'import, les mettre à leur place. Voilà, c'est ça la question qui est posée. Donc, voilà, suivant. C'est pareil pour les lieux ou les dates. Pour les dates. C'est pareil. Hein, voilà, il vous demande comment les dates sont à l'écran et est-ce que le format qui est indiqué là, est-ce que c'est bien le même format que celui que je vois à l'écran? Donc, ouais, souvent, les dates, c'est bon, hein, on ne change pas. Suivant, voilà. Alors là, c'est les lieux, c'est celui où il y a le plus de... Alors, avec les noms, il peut y avoir des problèmes. Parce que les lieux sont en plusieurs champs, au minimum 4, et ça peut aller jusqu'à 6. Et il faut indiquer pour chaque colonne quel est le type d'information. Donc, est-ce que j'ai bien les communes ici? Oui. Donc, il nous propose plusieurs formules déjà prédéfinies. Et puis, s'il n'y en a aucune autre, on fait autre et on va resélectionner pour chaque champ. Là, je laisse ici puisque j'ai bien la première colonne des communes, ensuite une deuxième colonne de code INSEE, une troisième colonne qui est en blanc parce que c'est le département et que le GEDCOM n'a que 4 champs, donc commune, code, région et pays, plus le lieu-dit, mais il n'a pas le département qui est une spécificité française. Ensuite, donc la région, donc là c'est bon, le pays qui est bon, et après les lieux-dits, quand il y en a, ils sont bien au bon endroit. Donc la bonne ligne est sélectionnée, je fais suivant. Et donc là, après, on peut faire lancer l'import du fichier GEDCOM. Les étapes qu'on a passées vite fait, là, selon les programmes qui font d'où vient le GEDCOM, il peut y avoir des données qui ne sont pas forcément reconnues par Généatique. Donc, ils vous demandent, ces données-là, je ne la connais pas. Est-ce que quand même je fais l'import de ces données-là? On peut faire oui ou non pour importer en plus ces données en plus. Voilà. Voilà, donc l'import va être fait. Donc là, on a importé, vous voyez, on voit en haut de l'écran, il y a 821 personnes qui sont importées. Voilà, Généatique rouvre automatiquement la généalogie qui a été importée. Alors, il n'a pas gardé le numéro SOSA, donc si je veux remettre un numéro SOSA, il faut que je le recherche. Parce qu'il a dû le poser au hasard. Je ne sais plus où il était.
Mais on a donc toute la généalogie qui est là, et on peut commencer à consulter, vérifier, est-ce que c'est bien, est-ce que les noms, les prénoms sont bons. Enfin, normalement, il a tout remis en place, mais si on veut consulter un peu, parce que c'est une généalogie qu'on ne connaît pas, on peut la consulter, vérifier qu'il n'y ait pas des informations erronées, qu'il n'y ait pas trop de dates incohérentes. Excusez-moi, mais comment on retrouve le numéro de SOSA là? Moi, je débute. Alors, en fait, le SOSA, c'est quelqu'un qui de récent. Hein, le SOSA, c'est sur une ascendance. Donc, souvent, le SOSA, c'est quelqu'un de récent. Ça peut être vous, vos enfants, vos petits-enfants. Et donc, lui, il est en SOSA 1 et on numérote uniquement l'ascendance de ce SOSA. Après, ce n'est pas important, une généalogie. Bon, là, si on ne connaît pas le SOSA, ce n'est pas grave. On peut s'en passer dans ce qu'on fait là. Hein. Le SOSA, il concerne uniquement souvent votre branche ascendante personnelle. Donc, si on est sur une branche à part, à côté, bon, c'est pas important de le savoir. Comme là, on risque de mettre cette généalogie dans la généalogie qu'on avait tout à l'heure, où il y a déjà des numéros SOSA, c'est peut-être pas la peine d'aller vérifier, enfin d'aller chercher le numéro SOSA, puisqu'on va importer cette généalogie dans l'autre dossier et ne plus s'en préoccuper en fait de ce GEDCOM. Mais si on veut vérifier les incohérences avant, on peut tout à fait prendre du temps pour le faire. Alors, avant qu'on passe à l'étape où c'est la fusion de cette généalogie-là avec un autre dossier qu'on avait avant dans Génétique, est-ce que vous avez des questions sur cette partie spécifique d'import GEDCOM? Alors, des fois, les imports GEDCOM, des fois, on vous envoie un fichier qui est en format zip, hein, qui est compressé. Donc, dans Génétique, au niveau de l'import, on peut choisir un fichier en zip, hein, au lieu de prendre les fichiers GEDCOM. C'est un choix. Ou alors on le dézip avant de faire l'import. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Non, pas de questions sur cette partie spécifique d'import GEDCOM? Tout va bien? OK. Donc là, on va passer maintenant à la fusion. Hein. On va donc intégrer cette généalogie qu'on a importée. On va l'intégrer à notre généalogie principale par une fusion de généalogie. Voilà. Donc pour ça, on se met sur la généalogie qui est la plus grosse. Donc celle-ci, il y a 800 personnes, l'autre, il y en avait plus de 2000. Donc on va retourner sur l'autre généalogie. Donc je prends l'icône ouvrir et créer. Et ici, je choisis ma généalogie. Donc c'est formation. Et ouvrir pour ouvrir la généalogie. Ah, donc le dossier est ouvert, voilà. Ouais. Ça prend son temps. Voilà, hop, c'est bon. Donc quand j'ai ma généalogie ici, je vais prendre, pour ajouter le dossier, il faut prendre utilitaire, donc qui est dans la ligne en haut, le quatrième avant la fin. Et après, je prends fiche, le troisième ligne. Et ensuite, la deuxième ligne, ajouter toutes les fiches d'un fichier. Et là, je vais indiquer au logiciel quel est le fichier que je vais prendre et que je vais ajouter dans celui qui était ouvert. Donc ici, c'est descendance fichier. Donc je le sélectionne à nouveau et je fais ouvrir. Et donc là, le logiciel copie toutes les fiches. Alors là, en fait, c'est uniquement un ajout. Hein, le programme ne fait pas de lui-même les fusions de fiches qui seraient éventuellement en double. Non, là, c'est uniquement un ajout du fichier descendance fichier dans le dossier principal. Donc, en fait, c'est deux généalogies qui vont être séparées dans le même dossier. Et dans un second temps, voilà, on va rechercher des éventuels doublons pour raccrocher les branches, les personnes communes, pour raccrocher les deux branches. Donc là, le nombre de fiches a bien augmenté. J'étais à 2500 plus 800. Ça fait à peu près ça avec les arrondis derrière. Voilà. Donc là, on va avoir un message. Hein. Voulez-vous faire la recherche de doublons pour rassembler les deux branches, vraiment, hein, créer les liens de parenté entre les deux branches.
Donc là, on va faire oui. Alors, il faut mieux faire une sauvegarde avant. Là, comme c'est pas une généalogie importante, je vais gagner ce temps en la faisant pas. Oui, hein, avant Avant opération de toute opération comme fusion. ça un peu sensible, il faut bien faire des sauvegardes. Voilà, ça c'est important. Et donc ici, il va falloir choisir les critères de recherche pour la fusion. Donc, pour commencer, c'est bien de prendre que les noms et prénoms des pères, mères et conjoints identiques. Ça permet déjà de réduire un peu le champ. Voilà, on ne change rien, pour l'instant. On laisse directement et on fait recherche de doublons. Voilà. Donc là, il va nous chercher la liste des doublons. Ouais, une quarantaine de doublons. OK. Donc, alors on voit les colonnes un petit peu tronquées. On peut écarter les colonnes pour mieux voir tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Cécile a été vite. Là, entre chaque libellé, là-haut, entre nom, prénom, profession, parent, on a une petite ligne grise. On met sa souris dessus, elle se met en forme de croix, et on clique, on glisse, et ça agrandit la colonne. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit en dessous donc, les doublons. Alors, chaque doublon est bien séparé. Et voilà, on a donc 2 lignes pour un doublon, avec, pour chaque ligne, les renseignements, les dates connues pour la personne, les professions, les parents, les conjoints. Hein, donc, quand on voit 2 lignes identiques avec les mêmes noms, mêmes prénoms, mêmes parents, mêmes conjoints, on se dit, c'est sûrement un doublon. Donc là, à part un double prénom d'un côté et un prénom simple de l'autre, on a quand même de fortes similitudes. Quand on clique pour sélectionner une fiche, on a le détail qui apparaît ici. Hein, donc là, je vois qu'il y a eu 14 enfants. Et si je clique sur la deuxième, c'est la deuxième fiche qui apparaît. Et je vois qu'il y a eu aussi 14 enfants. Donc je me dis même date, même nom, même prénom, enfin 2 prénoms, même parents, même conjoint, c'est sans doute la même personne. Donc je pourrais faire fusionner directement, mais je peux déjà simuler la fusion pour comparer. Alors là, le programme va nous dire, bon, si vous fusionnez ces 2 fiches-là, qu'est-ce qui va se passer dans votre généalogie? Donc, il fait un schéma en disant, voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer au final. Donc, les cases vertes, ça représente ce qu'amène un doublon, et les cases jaunes, ça représente ce qu'amène l'autre doublon. Donc là, on voit la case centrale, donc on voit les 2 personnes côte à côte, et on voit qu'ils sont tous les 2 mariés. Alors, on peut repérer au niveau du conjoint, on voit les mêmes conjoints de chaque côté. Bon, alors on se dit, si on fusionne la case centrale, il faudra aussi faire la fusion des parents et aussi faire la fusion des enfants. Mais ça se fera automatiquement. Hein. Si on fait la fusion de la personne, automatiquement, le programme enchaînera tout seul vers la fusion des conjoints et des enfants. Bon, donc là, on peut repérer, on peut zoomer un peu, on peut voir s'il y a les mêmes enfants, s'il y a les mêmes dates. Bon, là, on se dit, c'est vraiment les mêmes personnes. On fait... Je ne vais pas vérifier les 14, mais l'aîné ici, c'est Pierre, il est né en 53. Et là, c'est pareil. Et le dernier, Aimé, né en 74. Et là, c'est pareil. Il y a de fortes chances pour que tout à l'heure, il y avait le même nombre. Je ne vais pas vérifier le détail, je pense que c'est les mêmes. Donc, en dessous, on voit des éclairs rouges à chaque fois qu'il y a une information différente. Donc ici, c'est les prénoms. On avait vu qu'il y en avait 2. Mais il peut très bien avoir eu d'un côté un acte où il n'y a qu'un prénom et de l'autre côté un acte où il y en a 2. Une autre date d'origine de la donnée, parce qu'il est logique puisque ça vient de 2 fichiers différents. Et c'est au niveau de l'union où il y a des différences. Si je détaille, la date est à 3 jours près, pas la même. Et ici, je vois, tiens, il y a une note qui met 2 dates différentes. Donc c'est sans doute vraiment la même personne. Donc la fiche est la même, donc je fais fusionner. 3 jours d'écart, ça peut être quoi? Ça peut être les banques publiées, non? 3 jours avant? Ça peut être les bancs publiés. Voilà, donc la fusion commence.
Alors là, il s'arrête sur une personne où, ah oui, on a peut-être mal lu l'acte, parce que d'un côté, on a lu Vaucel avec un T, et de l'autre côté, la personne a lu Vaucel avec un L. Hein, donc, donc ça vaut le coup de vérifier. Donc, il faudra bien noter la personne, noter les dates de naissance, on n'a pas. Bon, donc là, il faut faire un choix hein, sur l'écriture. Je vais prendre la plus récente, puis on retournera sur l'acte. Donc je fais fusion de la personne, tout en bas à gauche. Donc il nous propose une deuxième fiche, où il y a pareil l'origine qui est différente. Bon. On s'en fiche un peu, et je fais fusion. Donc là, il passe en revue des fiches, mais comme il n'y a pas de différence, il ne nous propose pas de nous arrêter. Et donc là, on a une fiche avec 2 prénoms différents. Je prends la version la plus complète. Ah, encore une fois, alors, un nom de famille. Ou Balmont, oui. Alors je peux dire, je préfère garder les deux parce que je ne suis pas sûre. Parce que là, je coche les deux. Et il va nous dire, attention, vous allez garder 2 noms de famille. Comment voulez-vous qu'ils soient présentés? Et donc, quand il met un point-virgule, il va enregistrer en fait les deux. Il va dire, c'est un nom de famille avec des variantes. Et il va créer automatiquement une équivalence pour son nom de famille. Mais ça me va, ça me permettra de vérifier et puis corriger au besoin si je trouve pas une des 2 origines, mais que je garde, que je vois que Balmont par exemple et que Belmont je ne le retrouve plus, bah, je supprimerai. En attendant, je garde les 2, ça me permettra d'y revenir. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, si on cherche quelqu'un dans la partie recherche de personnes, on pourra le chercher sous le nom Balmont ou sous le nom Belmont, et les deux, le programme les trouvera. Donc, c'est intéressant de garder ça avec un point-virgule, hein, pas un espace, pas un tiret, bien un point-virgule, permet de chercher sous l'un ou l'autre des 2 noms. Ça, c'est intéressant. Donc, fusion. Fusion, et donc fusion de la personne. Alors, Mathieu-Antoine. Mathieu à droite avec 2 T, à gauche avec un seul T. Bon, donc il faut prendre une décision, il faut choisir. En dessous, il y a le décès. Bah, à droite, c'est complet. À gauche, il n'y a que l'année. Il n'y a que l'année, et il n'y a pas de précision de lieu, donc je vais prendre la version la plus complète. Voilà. Je sélectionne la date complète. Et puis ensuite, fusion de la personne. Alors là, j'ai 2 dates différentes pour le décès. Complètement différentes. Alors à gauche, il y avait un signe. Hein. À gauche, on voit plus petit que. Hein, et, il y a un petit signe qui veut dire que on a noté que c'était avant 1723. Et à gauche, on a 1708. Donc je vais prendre 1708 puisque c'est plus précis. Donc ça correspond plus à droite, effectivement, c'est plus précis. Donc je fusionne à nouveau. Voilà. Voilà, donc etc. On a ici encore une orthographe avec un sur les seul N, prénoms. 2 N, voilà. Donc la fusion qu'on fait là, en fait, voilà, soit c'est parce que voilà, vous avez fait un import en GEDCOM et vous l'intégrez à votre généalogie, soit vous avez au départ créé 2 généalogies, une pour votre branche mère et une pour votre branche mère. Donc vous avez 2 dossiers, puis maintenant vous voulez faire la fusion. Donc voilà, on ajoute la généalogie. Hein, et puis il y avoir différents cas pour lesquels on est amené à faire des fusions. Ou alors, des fois, vous vous êtes trompé, vous avez créé toute une branche en double sans le vouloir. Et donc maintenant, il faut faire la fusion de ces 2 branches. Hein. Donc, c'est différents cas qui peuvent se produire où on est amené à faire une fusion. Et donc après, de quoi choisir. Parce que si on a créé un doublon et on n'a pas mis les mêmes données de ce côté, il faut choisir lequel on retient pour la fusion. Donc là, c'est l'union entre le 17 juin et le 20 juin. Donc là aussi, ça peut être le 17. Comme il y a la note, je vais prendre la version où il y a la note. Comme ça, je retrouverai. Si je ne trouve pas l'acte au 17 juin, j'irai chercher un acte au 20 et je pourrai corriger ensuite la donnée. Voilà. Donc là, on va arriver au bout presque. Hop.
Voilà, donc s'il n'y a pas de souci, il enchaîne les fusions jusqu'à ce qu'il ait fini toutes les fiches à fusionner. Alors là, c'est une histoire de lieu qui est différente. Il faudra que j'aille vérifier. Ah, et la date aussi. Il faudra que j'aille vérifier. En attendant, je vais en choisir un. Puis je prendrai. Je vais noter que cette fiche-là, il y a eu une question. Et puis je retournerai voir l'acte. Si je ne le trouve pas à Lyon au 15 mai, j'irai voir au 15 septembre à Termignon. Et je devrais bien trouver l'un ou l'autre. Ok. Alors, si jamais on se trouve dans une impasse où on se dit, bah, non, ces deux fiches, là, je ne sais pas prendre une décision, il faut que je m'arrête parce que faut d'abord que j'aille voir vérifier de ma généalogie. Hein, en bas de l'écran, hein, vous avez un bouton pour soit parce que là, après, on peut tomber sur deux frères, un frère ou une sœur, ou deux frères. Notamment, il y a imaginons un enfant né en bas âge dont le prénom est Jacques, et puis 2 ans après, un autre frère qui s'appelle Jean-Jacques, je sais pas, j'imagine. Bon. Et bon, le programme vous dit, est-ce que c'est les deux mêmes ou est-ce que c'est deux enfants différents? Si vous ne savez pas, 2 ans d'écart, ça peut être les mêmes ou ça peut être deux différents. Donc, si on ne sait pas, eh bien, en bas de l'écran, on fait ne pas fusionner. Et on ne fusionne pas et il passe à la fiche suivante, hein, en bas de l'écran. Ou vraiment, si on veut vraiment tout arrêter et puis le faire plus tard, eh bien, on fait abandonner la fusion. Voilà, il s'arrête là où il en est. Et puis vous vérifiez ce que vous avez à vérifier et vous recommencez la recherche de doublons. On n'est pas parti, et non, on peut sans arrêt toujours s'arrêter à tout moment pour vérifier une donnée avant de reprendre. Voilà. Des questions sur la fusion de généalogie? Vous avez fait des fusions des fois de dossiers, vous avez des doublons Une question, mais peut-être une remarque. Oui. Il faut être sûr quand même de la généalogie importée. Enfin, voilà. Il faut peut-être la vérifier avant de faire la fusion. Voilà, c'est pour ça qu'il voilà, y a 2 étapes. Il y a une première étape où on importe la GEDCOM et on voit le fichier à l'écran. Voilà. Et effectivement, ce qu'il disait tout à l'heure, voilà, on regarde, on consulte, on vérifie que les données sont cohérentes et sont bonnes, qu'il n'y a pas de souci. Et, voilà, et dans un second temps, voilà, effectivement, on fait cet ajout dans son dossier. Et deuxième point important, c'est avant de faire l'ajout dans son dossier, hein, bien faire une sauvegarde de son dossier, parce que si au final on fait une fusion et qu'on raccroche une branche qui ne devrait pas être accrochée, ben, on peut repartir de zéro et on repart de sa généalogie initiale. Donc oui, la fusion, ce n'est pas anodin, il faut vraiment prendre des précautions, faire bien des sauvegardes des 2 dossiers initiaux. Là, on a un conflit sur un lieu. On n'en avait pas eu, c'est pour ça que je me permets de l'arrêter. Donc on voit, on a 2 lieux différents. Donc pareil, il va falloir choisir. Alors parfois, c'est 2 lieux totalement différents. Là, c'est Lyon, il y a des arrondissements. Ici, on a le premier arrondissement. Et là, on a Lyon sans précision d'arrondissement. Donc je sais que c'est la donnée la plus sans doute la donnée la plus précise. C'est qu'il me manquait une information un jour et que là, j'ai retrouvé. À gauche, le code INSEE à gauche, sûrement 381. Il y a des codes INSEE différents. Ouais. Lyon, tous les arrondissements, ou Lyon, arrondissement précis. Mais voilà, j'ai une précision, c'est plus précis que... Comme je sais qu'à l'époque, il y avait déjà les arrondissements à Lyon, je peux me garder. Et là, il nous demande, s'il y a d'autres cas qui se présentent, est-ce qu'on fait pareil? Et donc je lui dis, oui, ne me reposez plus la question. Si jamais il y a Lyon contre Lyon 1, prenez la donnée la plus précise à chaque fois. On peut lui dire non quand on a un message comme ça, mais... N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet de fusion de doublons. Hein, comme je disais, ce n'est pas forcément à la suite d'un import GEDCOM, ça peut être dans plein d'occasions possibles. Et on fait des recherches de doublons et on fusionne les personnes.
Devrait arriver au bout. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on. Voilà. Ben oui, c'est un peu le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est que je disais tout à l'heure, c'est que ben, on arrive sur un cas où j'ai pas du tout les mêmes personnes en haut. Alors, quand je regarde le schéma de droite, eh bien, je vois que donc, tout en haut, on a le conflit qui se présente à gauche, et en dessous, on voit Chavannes Jean-Claude. Donc, on a bien les deux mêmes personnes en dessous, mais on se rend compte que d'un côté, on a saisi la mère, que c'est Damour Jeanne-Marie, et puis l'autre côté, on a saisi Domain Marie. Alors, est-ce que la personne a mal compris l'acte, a mal compris le nom et a lu Domain alors que c'est Damour? Après, il n'y a pas de date, donc on ne peut pas vérifier. Hein. Mais parce qu'il y a Marie aussi, il y a Jeanne-Marie et Marie. Bon, donc on peut se dire, bon, je pense qu'il a peut-être eu une erreur de transcription de l'acte, et donc il faut plutôt retenir Damour, je pense. Je pense Damour parce que là, je vois, j'ai une ligne naissance, union, décès, alors que de l'autre côté, j'ai que l'union. Donc je me dis, c'est plus précis, c'est quelqu'un qui a plus... Voilà. Là, c'est quelqu'un qui a vu les données, plus que là où il y a dû voir l'acte de mariage, et ça peut être mal écrit. Si le mariage était avant la Révolution, voilà, les actes ne sont pas forcément toujours très lisibles à cette période-là. En revanche, voilà, si on voit des dates de naissance complètement différentes ou des décès complètement différents, voilà, c'est dans ce cas-là qu'on va dire, bon, on arrête la fusion, on repère bien les noms qui sont à droite, et puis on vérifie en saisie. Alors, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a? Naissance 01. Voilà. Donc, en fait, là, l'origine de la tout donnée. est bon à chaque fois. Alors, si on veut tout prendre, hein, on se dit tout le temps, c'est la flèche de droite qui est tout le temps bonne. Hein, vous avez un bouton sélection en haut à droite, et je peux cliquer sur le mot sélection de gauche ou de droite pour prendre voilà, toutes les données de gauche ou toutes les données de droite, hein, pour faciliter et accélérer le traitement. Hop, là, pareil. Voilà, pareil, on clique sur sélection et on prend tout ce qui est à droite ou tout ce qui est à gauche. Voilà. Après, on ne l'a pas dit, mais évidemment, s'il y a une donnée qui est que d'un côté ou que de l'autre, il va le prendre. Là, par exemple, qu'est-ce que j'ai? L'union, je l'ai que de ce côté. Même si je choisis des éléments de ce côté, même si je fais sélection de ce côté, il va forcément tout prendre. Enfin, les éléments qui sont en face, il va les prendre quand même. Il ne va pas supprimer l'événement union alors qu'il dit qu'une seule fois. Voilà. Bon, j'ai le chien de ma voisine qui est un peu derrière moi, mais si je coupe mon micro, c'est pas forcément pertinent. Donc je suis désolée, je m'en excuse. Ouais, on a bientôt fini ou... Je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, sinon on peut arrêter. Hein. Ah, ça y est, voilà. Et voilà. Donc quand c'est fini, voilà, on revient sur la liste des résultats, et puis on fait retour à l'arbre, hein, en bas à droite, retour à l'arbre. Et comme ça, on revient à la généalogie, et on peut donc consulter son arbre et voir si tout est correct, si les branches sont bien rattachées comme on voulait. Et on voit que le nombre de personnes a bien diminué en haut. On était à... Chaque fusion, c'est -1 sur ce chiffre, effectivement. Oui. OK. Est-ce que vous avez des questions sur la fusion ou... Moi, j'ai une question sur la fusion, mais pas sur l'import, bien sûr. Oui. Donc, sur mon arbre, j'ai rentré donc mon SOSA, mais j'ai rajouté des divorces et des remariages. Et donc, il ne me reprend pas systématiquement moi en tant que SOSA, alors que je suis... voilà, c'est-à-dire que les enfants rapportés aussi, il ne va pas chercher les enfants alors que c'est la même naissance. Donc, j'ai un problème de fusion, donc je voulais savoir sur mon arbre comment je faisais pour fusionner mes doublons, tout simplement.
Alors, la recherche, les doublons, soit on les trouve par l'outil de recherche. Hein, donc, on peut voir par la petite icône, la petite flèche qui est à droite ici en haut. Par là, on peut dire recherche de doublons. D'accord. Bon, après, deuxième idée, c'est si on sait personnellement quelle est la fiche en double, eh bien, on peut y aller par l'écran de recherche. Dans l'écran de recherche, directement, on va par là. Après, on prend par le critère. Voilà, on tape le nom et le prénom de la fiche qui est en double. Et puis, je ne sais pas si on en a encore des doublons. Voilà, on tape nom, prénom. Et puis, on lance la recherche. Là, on va avoir la liste des personnes qui portent ce nom, ce prénom. Si on voit dans cette liste 2 lignes côte à côte qui sont identiques, eh bien, on pourra cliquer, glisser sur l'autre. Hein, comme ça, on pourra pointer les 2 lignes. Et en bas, j'ai un bouton fusion. Et comme ça, fusion, on va fusionner les 2 lignes. Là, voilà, je vois que j'en ai 2 qui ont les mêmes parents, même date de naissance. Donc, avec la touche CTRL, je sélectionne les 2. Et en bas, je fais fusion. Le bouton fusion. C'est en bas. Voilà. Hop, en bas, le bouton fusion. Voilà. Et donc, qui reprend toujours le même écran de fusion. Et donc, voilà, s'il y a des enfants sur l'un et des parents sur l'autre, et ben, au final, il y aura des enfants et des parents sur la personne fusionnée. Hein, ça raccroche toutes les branches des 2 côtés. Ok, merci. Autre question sur cette partie fusion doublon? Alors, si c'est bon, on peut maintenant voir la dernière partie, c'est-à-dire la partie d'extraction. Hein. Imaginons que vous avez une personne, un cousin, qui s'intéresse uniquement à votre branche paternelle ou qui s'intéresse seulement à une branche de votre généalogie. Hein. Vous voulez lui envoyer uniquement cette partie, mais pas tout le dossier, hein, uniquement une partie de votre généalogie. Eh bien, on peut voir comment on va extraire d'abord cette branche pour en faire un fichier à part, pour après, plus tard, lui envoyer soit en JetCom ou lui envoyer en fichier de sauvegarde s'il a aussi génétique. Ça, c'est donc la partie extraction de généalogie. Cécile. Donc, on peut se dire qu'on retourne sur le SOSA 1. Donc, je fais ici personne, sélection du Decoius. Donc, le 3e menu, la première ligne. Donc, je suis retombée sur la première fiche et je me dis je veux exporter toute la branche maternelle. Donc, je me place ici sur la mère, là, qui va être le point de départ de mon export. Et donc, à nouveau, je prends utilitaire, fiche et extraction, copie, suppression de fiche. Alors on dit extraction, mais en fait ça extrait pas, ça copie uniquement la branche. Hein, rien n'est perdu de votre dossier initial. Donc là, je veux l'ascendance. Automatiquement, donc il va me proposer de partir de la personne que j'avais sélectionnée. Donc là, je vais dire oui. Voilà, c'est ce que je veux faire. 20 générations, je pense que c'est suffisant. Et là, je veux bien être sur tous les événements. Donc, je ne vais pas supprimer les événements postérieurs à une date. Si je voulais masquer les plus récents, je pourrais toujours ou mettre une condition d'export comme on avait fait tout à l'heure. Alors après, l'écran suivant, c'est l'écran où on va pouvoir choisir. Une condition, là d'ailleurs, je vais effacer. Ah oui, d'accord. Ouais. L'écran suivant, donc c'est pour dire, voilà, on va créer un dossier nouveau. Je veux juste copier les fiches, je ne veux pas les supprimer de mon dossier, donc je vérifie bien, il y a juste la ligne copier qui est sélectionnée. Donc sélection ou création, donc là on va créer un dossier nouveau. Donc, je vais l'appeler, je ne sais pas, ascendance. Voilà, et en haut de l'écran, je donne le nom du dossier qu'on va créer et qui contiendra l'ascendance des Madame Piussi. Donc on va faire créer, voilà. Donc là, il m'indique bien à quel endroit il va copier. Donc c'est bien le dossier que j'ai indiqué. Donc je fais suivant. Et je choisis pour chaque fiche, qu'est-ce qu'on ajoute. Donc on peut étoffer un peu, hein, on peut dire, bah, en plus des ascendants directs, on peut mettre aussi tous les enfants, on peut mettre aussi, s'il y a plusieurs conjoints, on peut mettre tous les conjoints. Voilà, on peut étoffer un peu plus que l'ascendance directe. Donc, voilà, on peut tout cocher et réaliser le traitement. Donc quand j'ai tout sélectionné, je fais réaliser le traitement.
Il fait d'abord une première étude, alors là qui a été très rapide, en me disant, voilà, le traitement porte sur, pour savoir combien de personnes il y a. Donc là, il m'a dit, il y en a presque 600. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez faire ou pas? Donc je dis, donc là, confirmer, oui. Et là, il va travailler et il va recopier tout dans le nouveau dossier. Alors, selon la taille de la copie, ça peut être plus ou moins long. Si vous faites si c'est une branche de 10 000 personnes, vous pouvez laisser l'ordinateur travailler et aller faire autre chose en attendant, parce que ça peut prendre parfois un quart d'heure ou une demi-heure, selon la taille de la généalogie. Voilà, donc le dossier qui va être créé, c'est vraiment un dossier de la même forme que si vous l'aviez vous-même saisi, fiche par fiche. C'est vraiment la même généalogie. Donc là, au final, on vous demande si on veut ouvrir le dossier qui a été créé pour le vérifier avant de l'envoyer à la personne concernée. On peut donc l'ouvrir et le vérifier. Voilà. Donc, il va s'ouvrir sur la personne de départ, en principe, de l'arbre. Voilà, ça prend un peu de temps à s'ouvrir. Voilà. Donc, comme on avait gardé les enfants, il a gardé les numéros SOSA tels qu'ils étaient. On n'aurait pas mis les enfants, donc le numéro 1 aurait disparu. Il l'aurait remis automatiquement sur la personne de départ. Mais là, on a donc tout gardé comme c'était. Les photos sont réapparues. Enfin, c'est une nouvelle généalogie. Ouais. Mais vous n'avez pas eu 600 fiches à ressaisir à la main. Alors, imaginons qu'on veuille envoyer ça donc, en pièce jointe. Imaginons que voilà, vous avez un cousin qui a aussi génétique et qui veut recevoir donc, cette partie de généalogie, parce qu'il veut démarrer sa généalogie avec cette banque-là au moins toute prête. Donc, on peut lui envoyer cette partie-là de la généalogie. Donc, par l'icône de sauvegarde. Donc, ainsi, si le cousin il a génétique, on lui fait une sauvegarde faite par génétique. Donc ça, c'est l'icône de sauvegarde qui est là-haut en haut à droite. Et c'est l'icône, le bouton sauvegarder. Ah. Mais uniquement lu par génétique. Voilà, oui. Si on prend les boutons ici sauvegarder, ça sera à restaurer par génétique. D'accord. Si effectivement on prend GEDCOM, là, ça sera lu par n'importe quel logiciel de généalogie ou de site. Donc là, j'ai fait continuer. Voilà. Je regarde où il me le met. Alors, donc pareil, quand on fait une sauvegarde, bien repérer effectivement toujours à gauche l'endroit où la sauvegarde va être créée. Donc si c'est une clé USB, il faut prendre la petite flèche en haut pour choisir la clé. Si c'est disque dur externe, bien repérer ici la lettre, l'endroit, le répertoire qui convient. Voilà, et si c'est bon, hop, sauvegarder. Alors on peut mettre les images. Là, les images sont décochées. Ah oui. Tu peux sélectionner les images aussi. Donc ça, on peut le faire que s'ils ont génétique. Voilà, là on a pris sauvegarder parce qu'on sait que la personne a génétique. D'accord. Si elle n'avait pas génétique, on aurait fait GEDCOM. D'accord. On a fait au début. Après, les sauvegardes, il ne faut pas en faire uniquement quand on envoie des généalogies. Vous pouvez en faire aussi quand pour garder sa généalogie, c'est toujours prudent d'avoir une sauvegarde de sa généalogie sur un disque externe ou une clé USB. En cas de problème, en cas de problème, on ne sait pas ce qui se passe, il y a le disque dur qui plante, vous n'avez plus accès à l'ordinateur. La sauvegarde permet de la retrouver en fait. Restaurer, vous réinstallez génétique, il suffit de le retélécharger et vous restaurez la sauvegarde. Et vous retrouvez votre généalogie en l'état. Voilà. Donc si vous n'avez pas de sauvegarde ou une sauvegarde qui a 1 an, tout ce que vous avez fait depuis 1 an, si l'ordinateur crache, vous avez perdu. Donc il faut en faire, dès qu'on fait des nouvelles saisies, il faut en faire. S'il vous plaît, oui. Pour enregistrer alors l'arbre là sur une clé ou un disque extérieur, parce que moi j'ai essayé mais j'ai jamais réussi. Donc l'enregistrer pour faire juste une sauvegarde ou l'enregistrer pour après montrer à quelqu'un génétique depuis la clé?
Déjà, l'enregistrer pour faire une sauvegarde. Ah ben voilà, c'est comme on a fait à l'instant, hein. On peut refaire. La disquette noire là-haut pour cliquer pour ouvrir le menu. Oui. Le bouton sauvegarder Oui. ici à gauche. Voilà. La généalogie qui est ouverte automatiquement, elle apparaît à droite dans le tableau. Oui. On va voir, voilà, hein, la généalogie qui apparaît à droite. Donc là, juste on fait continuer. Oui. Et voilà. Et après, donc, comme je disais, c'est important de bien vérifier. Donc au départ, il faut bien brancher votre clé USB sur le PC avant tout ça. J'ai branché la mienne, mais trop tard, il ne l'a pas vu. Voilà. Et voilà. Et ici, donc, avant de faire sauvegarder directement, il faut bien à gauche, en haut, la petite flèche qu'on vous montre ici, bien choisir ici la lettre de la clé USB. D'accord. Et après, on fait juste sauvegarder. D'accord. Là, il ne voit pas la mienne, donc et ça, voilà, et ça je l'ai branché trop tard. Et alors, la deuxième question, une fois qu'on a sauvegardé la généalogie sur le disque dur extérieur, si on veut le montrer à quelqu'un qui n'a pas de logiciel généatique, voilà. c'est pas possible. Alors, si on prend cette méthode de sauvegarde comme on a vu là, c'est pas possible. Si on veut effectivement montrer à quelqu'un généatique tel qu'on le voit nous sur notre PC, eh bien, on prend une autre fonction qui va être la fonction synchroniser. Synchroniser. Donc là, on peut le montrer, cette fonction. Oui. Sauvegarder, exporter. Oui. Et ici, synchroniser. Hein, c'est pas la même icône, c'est synchroniser ici. Voilà. Donc, on dit synchroniser avec une clé USB. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, sur le premier écran, ici, on va choisir la lettre de la clé USB. Oui. Alors là, bon. Donc voilà, on peut choisir. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Oui, ça y est. On est parti sur un. Oui, alors il voit toujours pas ma clé. Drive. C'est pas grave. Bah, prends F, pas grave. Ah, ça y est. Elle n'était pas branchée. C'est bon. Voilà. Donc on choisit la lettre de la clé USB et on fait juste enregistrer et continuer. Pas travailler aujourd'hui. Petite lenteur là. Ouais. Et je ne réponds pas. Puis voilà. Après, vous avez le choix entre on transfère de l'ordinateur vers la clé. Hein, vous avez deux gros boutons, de l'ordinateur vers la clé ou de la clé vers l'ordinateur. Donc on prend le bouton de l'ordinateur vers la clé. Et après, vous avez un bouton copier. On fait copier. Et là, contrairement à la sauvegarde, hein, ça copie à la fois généatique et à la fois votre généalogie sur la clé. D'accord. Et donc, ensuite, je peux montrer avec cette clé voilà, sur après, notre ordinateur à quelqu'un qui n'a pas de fichier. Tout à fait, hein. Vous branchez la clé sur le PC qui n'a pas généatique. Vous ouvrez la clé par votre explorateur de fichiers. Et sur la clé, on verra un fichier qui s'appelle lancer généatique. Donc, c'est ce fichier-là, lancer généatique, on va cliquer, double-cliquer. Et ça ouvrira généatique sur l'ordinateur de la personne. Et vraiment, on aura les mêmes écrans que votre génétique sur votre PC. D'accord. Ok, merci. Et on pourra même saisir un peu, hein, si c'est une cousine qui a des infos à vous donner, ben, vous pouvez saisir les renseignements qu'elle vous donne. Ah, d'accord. Et de retour chez vous, ben, vous faites synchroniser, mais avec l'option transfert de la clé vers l'ordinateur. D'accord. Et ça recopie les changements sur votre PC. Ok. Merci. Donc, hein, voilà. Donc là, excusez-moi, mais là, on ne va pas voir les arbres aujourd'hui. Non, les arbres, c'était... Bon, on va sûrement avoir d'autres informations sur les arbres, effectivement, oui. Mais la question, c'était... moi, là, j'ai une naissance. Excusez-moi pour cet aparté. J'ai une naissance pour le mois de juillet. Et donc, je voulais faire l'arbre du futur B. Donc, ce qu'il y a, c'est que je voulais... Bon, j'ai déjà inscrit toutes les saisies pour les futurs parents et les ascendants. Mais quand je choisis un arbre, une forme d'arbre qui me plairait, je n'arrive pas à switcher. Et quand j'ai trouvé une forme d'arbre qui me plaît, je n'arrive pas à sauvegarder cette image d'arbre. Voilà, bon, ça c'est vrai qu'on est plutôt dans le thème d'aujourd'hui. Donc, bon, deux solutions, soit vous nous appelez au support technique et on essaiera de vous répondre, soit effectivement, donc on aura d'autres informations qui vont venir
Et notamment, il y en a une qu'on a déjà faite sur les arbres généalogiques, une autre sur la saisie aussi des données. Donc, tout ça, n'hésitez pas à vous y inscrire pour faire cette formation aussi. Les arbres, on a reprogrammé la date. Je vous la retrouve. Oui, parce que je me suis inscrite pour ça, justement, et on m'a pas donné de date. D'accord, bon. On a reprogrammé ce matin. Je ne sais plus de tête quand est-ce que je vous l'ai mise. Le 4 juin. 4 juin, les arbres généalogiques. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je peux poser une question? Dites-moi. Dans un arbre, est-ce qu'on peut faire la même chose pour faire des branches séparées? Parce que moi, le mien, j'ai toutes les branches qui sont dans le même, mais est-ce qu'on peut faire une séparation comme ça pour différencier les arbres? Oui, après, après, chacun utilise comme il veut, mais moi, je considère que si toutes les fiches ont un lien de parenté entre elles, il vaut mieux mettre tout dans le même dossier. Ah bon, après, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut extraire, on peut faire une extraction, dire je crée un fichier avec l'ascendance de mon père, comme on a fait tout à l'heure, un autre fichier avec l'ascendance de ma mère. Oui. Voilà, 2 fichiers séparés. Bon, c'est vrai que si le fait d'avoir trop de fiches, ça vous gêne, bon, on crée 2 fichiers séparés et puis on les saisit séparément. Et on peut laisser un fichier complet et on peut refaire une bouture à côté avec une autre branche qui serait en laissant le principal. Effectivement, complet. on peut effectivement faire comme ça. Oui. Partir d'une branche qu'on n'a pas finie, on la reprend en point de départ pour une autre généalogie. Voilà, ok. Et puis une deuxième question. Tout à l'heure, vous dites qu'il faut sauvegarder, mais à chaque fois que je ferme, Généatique me dit, voulez-vous un enregistrement? Enregistrer, je le fais tous les jours. Donc, est-ce qu'il faut une autre sauvegarde supplémentaire? Non. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on saisit des données dans Généatique, elles sont automatiquement enregistrées sur le disque dur. Hein. Même si on répond non à la sauvegarde à la fin, c'est quand même enregistré sur le disque dur. Les sauvegardes qu'on vous propose de faire à la fin, c'est des sauvegardes de sécurité qu'il est utile de faire sur une clé USB, sur des supports extérieurs. D'accord. Mais encore une fois, si on répond non à la sauvegarde, c'est pas pour autant qu'on va tout perdre. Hein. Non, tout est enregistré tout le temps dans Généatique. Et même si on fait non à la sauvegarde, c'est quand même enregistré sur le PC. Et le lendemain matin, on retrouvera tout. Si on est sur le cloud, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire encore une autre sauvegarde. Vaut mieux toujours en faire sur des clés USB. Hein. D'accord. Ok. Parce qu'on ne sait jamais, le cloud, c'est aussi l'ordinateur. C'est l'ordinateur plante, qu'est-ce que va devenir le cloud? Donc, il faut vraiment toujours avoir une sauvegarde sur un support extérieur qu'on peut débrancher, qu'on peut mettre dans son tiroir, qu'on peut mettre à l'abri, physiquement chez soi. Ça, c'est important. Merci. Une petite question. Oui. Par exemple, si on exporte par Jetcom et qu'on met la généalogie sur Généanet, donc nous, on n'a pas à s'occuper du tout de tout ce qui est importation et de mise sur Généanet. Ah si, bien sûr, oui. Généatique fait l'export, donc Généatique va créer le Jetcom, et après, il faudra aller sur le site Généanet et faire l'import. Oui, oui. Et dès le moment où on fait ça sur le site Généanet, ça fait comme si quelqu'un d'autre importait la généalogie et la met directement dessus, sur le site Généanet. Il faut aller sur votre compte Généanet, il faut faire, je crois que c'est le menu arbre, un truc comme ça, et on fait importer un Jetcom. Et voilà, et vous prenez le fichier que vous avez créé, vous le prenez, et il s'importe sur le site. D'accord, ok, très bien. Merci. Oui. Une question. Oui. Si je veux faire un export Jetcom partiel, je peux mettre une condition. Est-ce que je peux en mettre plusieurs? Oui, les conditions, c'est très complet. Hein, les conditions, on peut faire des conditions sur le nom et sur le village, ou l'ajout d'essai, ou enfin, on fait des conditions dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Merci. Je peux vous apporter un petit correctif? Alors, il y a une voix très loin qui nous parle. Là, oui, dites-moi. Oui. Non, tout à l'heure, une dame a demandé pour
la généalogie sur la clé USB. Oui. Il ne faut surtout pas oublier la première fois que vous faites la synchronisation, de dire au logiciel de cocher la case enregistrer avec généatique. Sinon, vous aurez toujours les généalogies sauvegardées sur la clé USB. Les généatiques n'étant pas dessus, vous ne pourrez pas les relire à l'extérieur. Alors, en fait, effectivement, oui. En fait, le programme teste la clé. S'il voit qu'il y a dessus qu'il y a génétique, par défaut, il coche l'option. Hein, mais c'est vrai qu'il faut quand même vérifier que c'est bien coché. Voilà, s'il n'est pas, parce que si génétique n'est pas sur la clé USB, oui, on ne pourra pas le lire. On ne pourra pas le lire, c'est ça. Effectivement. Mais après, les fois suivantes, hein, si on recommence le même traitement les fois suivantes, eh bien, il copiera uniquement la généalogie. Hein, il ne copiera pas le programme puisqu'il y est déjà. Oui, oui, tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Bon, très bien. Une petite question encore avant qu'on termine? Ça va. Tout va bien? Oui, je voulais savoir, Oui. bonjour. Bonjour. Pour renommer une généalogie, j'arrive pas à la renommer. Ah bah on peut finir là-dessus alors. On peut finir là-dessus qui est un thème très facile. Donc vous avez l'icône de la disquette jaune hein, qui est en haut à gauche là. Donc là, il suffit de pointer, le dossier. Oui. Donc par exemple, oui, on pointe peu importe l'ascendance Kyushi, et vous avez à droite un bouton renommer ici. Oui. Donc voilà, on fait renommer. Il vous demande comment on veut renommer, donc on peut choisir ce qu'on veut. Si je veux voilà, que Kyushi par exemple, voilà, et on fait OK. Et voilà, et simplement, donc ça va te. Il travaille, il le remet du coup dans l'ordre alphabétique, voilà, et je le retrouve à sa place dans l'ordre alphabétique. Voilà. J'ai dû faire une mauvaise manœuvre parce que je n'y arrivais pas. Voilà. Sinon, on peut aussi dupliquer. Hein. On peut dupliquer, c'est-à-dire qu'on peut faire une copie de la généalogie. Hein, puis aussi, on fait ici dupliquer dans le même répertoire. D'accord. Voilà, et on l'appelle autrement. Comme ça, on aura deux fois le dossier. Hein. Voilà. Et puis après, on pourra enlever l'ancien. C'est l'autre méthode. Merci beaucoup. Voilà. Très très bien. Si tu as en tête les formations à venir. Alors, la semaine prochaine, mardi prochain, c'est le livre de généalogie. Le 5 mai, rechercher, donc tout ce qui est recherche de personnes dans génétique. Le 14 mai, qui sera un jeudi, les images. Les images, oui. Le 19 mai, publier sa généalogie, donc mettre sa généalogie sur tablette, génétique. Et tout ce qui est sauvegarde, la synchronisation aussi. Le 28 mai, la saisie. Le 4 juin, les arbres. Et puis à nouveau celle-ci, le 9 juin. Voilà. Donc on a fait, voilà. Toutes les dates sont sur la boutique, si vous n'avez pas eu le temps de noter, de retenir, tout est sur la boutique. Et moi, si je me suis inscrite pour des images, pour mettre des images, et que je ne veux pas muter pour l'arbre, c'est possible ou c'est... Oui, ben vous appelez mes collègues au secrétariat, ils vont faire ça avec vous, pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Une autre petite remarque. Comment ça se fait que les instructions sont en anglais pour la formation? Tout le monde ne maîtrise pas l'anglais et c'est désagréable. Au niveau du lien, c'est ça qu'on vous envoie, c'est ça? Oui, le premier courrier, tout est en anglais, alors c'est pas évident pour tout le monde. D'accord, bon, je ferai la remarque à voilà. mes collègues. D'accord. Merci. Bon, eh ben, très bien, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette formation. Merci. Et, à bientôt sûrement pour d'autres à mardi. Aventures. À mardi. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.